Bonjour à tous, il est 18 h, vous êtes sur 8 Mont Blanc, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mardi 22 mars, ils se multiplient dans le ciel, les jets privés sont de plus en plus nombreux au-dessus de nos têtes. L'aviation d'affaires ne connaît pas la crise, elle est même en pleine croissance. Ces petits avions représentent 12% du trafic de l'aéroport de Genève, nous y serons dans quelques secondes. Et puis le dossier est de retour sur la table, l'épineuse question des bouquetins du Bargy revient sur le devant de la scène après la publication du dernier arrêté de la préfecture de Haute-Savoie qui autorise la capture et l'abattage d'un maximum de 170 bouquetins potentiellement porteurs de la maladie pour cette année 2022. Je le disais à l'instant, en marge de l'aviation commerciale, l'usage des jets privés et d'affaires connaît une véritable croissance depuis quelques années. À Genève, près d'une centaine de passagers utilisent quotidiennement ces appareils haut de gamme. Ils représentent aujourd'hui jusqu'à 12% du transport aérien sur notre territoire. Nous embarquons avec Emmanuel Jaude qui s'est rendu à Cointrin à la rencontre des professionnels de l'aviation d'affaires. Regardez. Loin du flot des milliers de passagers qui circulent chaque jour par l'aéroport de Genève, la zone d'aviation commerciale d'affaires de Cointrin paraît bien calme. Pourtant, c'est d'ici que partent et arrivent tous les avions privés et d'affaires. Parmi la petite dizaine de sociétés qui se partagent le marché local, DAL Aviation opère 3 appareils dont le tout nouveau Cessna CJ4 deuxième génération. Un modèle pour l'instant unique en Europe et gage de qualité pour de nombreux clients. L'activité s'est bien développée, notamment depuis le juin dernier, où les avions font en moyenne entre 60 et une centaine d'heures par mois. Si on ramène ça à l'année, ça représente à peu près par machine entre 4 et 500 heures de vol, ce qui est tout à fait honorable. Si on veut toujours être au top du marché et conserver notre clientèle, aussi bien un client direct que broker, il faut être au top. Depuis le premier contact téléphonique jusqu'à la livraison du client à sa destination. Donc ça passe par l'équipe sol comme par l'équipe vol, c'est-à-dire les pilotes. Un confort 5 étoiles et un service de qualité qui sont donc bel et bien les atouts recherchés sur ces prestations. À travers toute l'Europe, les équipages font donc leur possible pour rendre le voyage des plus agréables pour les businessmen comme pour les riches familles en vacances. Il n'y a pas d'hôtesse de l'air, il n'y a pas de steward. C'est nous qui assurons le service à bord. Une fois qu'on est en croisière, que le pilote automatique est engagé, il y a un des 2 pilotes qui va à l'arrière faire le service. Et on a ce rôle-là, sauf demande particulière de la part de certains clients qui peuvent demander une hôtesse de l'air. Et là, c'est très très rare dans ces avions-là, parce que c'est vraiment des avions qui sont orientés business. Les gens prennent très souvent cet avion pour aller à la journée, à un rendez-vous quelque part en Europe, faire leur signature de contrat, revenir le soir. Des vols qui peuvent se programmer en dernière minute à toute heure du jour et de la nuit, imposant donc au personnel une abnégation particulière. Mais si chaque destination est différente, les clients, eux, sont majoritairement locaux. On a vraiment principalement des clients de la place genevoise et surtout des clients suisses du coup. Donc je dirais que peut-être entre 60 et 70% sont d'ici. Ensuite, on a quelques Français, je dirais une quinzaine de pourcents à peu près. Et puis le reste, il y a un peu d'Italie, d'Américains, mais c'est vraiment surtout des gens du coin, je dirais, vraiment principalement, et qui vont vers des destinations pas trop loin en Europe, comme le sud de la France, Paris, l'Italie. L'Aviation Générale de Genève, en charge de ces vols d'affaires, a recensé en février 2022 plus de 3600 mouvements, soit 3600 décollages et atterrissages cumulés sur la piste genevoise. Un chiffre qui confirme la croissance de la filière, qui a presque doublé sa part de marché par rapport à 2019, représentant jusqu'à 12% du trafic aérien genevois en 2021. Le 17 mars dernier, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'abattage en 2022 de 170 bouquetins dans le massif du Bargy, des bêtes potentiellement porteuses de la bactérie de la brucellose. La nouvelle rassure mais ne convainc pas complètement les éleveurs du secteur. Si l'une de leurs vaches contracte la maladie, c'est tout le troupeau qui doit être abattu, comme ce fut le cas en début d'année pour un éleveur du petit village de Saint-Laurent en Haute-Savoie. Au lendemain de ce nouvel arrêté de la préfecture, Lucas Ruche a rencontré un agriculteur du côté du reposoir. Il réclame l'éradication, tout simplement, des bouquetins du Bargy. On l'écoute.
Nos revendications depuis déjà 2012, c'était l'abattage total du troupeau de bouquetins. Nous, ce que l'on demande, c'est l'éradication de cette maladie. Voilà, donc ça passe par l'abattage total du troupeau de bouquetins, suivi d'un vide sanitaire pour s'assurer que les autres espèces ne soient pas aussi contaminées. Et puis après, un vide sanitaire, on peut l'imaginer sur 2-3 ans. Et puis après, réintroduction de nouveaux bouquetins sains. Si à l'époque on nous avait écoutés en 2012, aujourd'hui on en serait dans la phase de réintroduction. Et on n'en parlerait plus de cette maladie. Et là, dans 10 ans, on en parlera encore de cette maladie. Et nous, la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à qui le tour ? Quel est l'élevage suivant qui va tomber ? Voilà. Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est un collègue ? Voilà. Donc, on ne peut plus supporter cette telle pression sur nos épaules. On ne peut pas se permettre de détruire nos élevages, de détruire notre métier. Quel métier, quelle profession accepterait de se faire démolir son métier ? Aujourd'hui, on est en colère. Aujourd'hui, on est en colère et on veut que cette maladie soit éradiquée de ce massif. Et j'ajoute que la préfecture de Haute-Savoie, contactée par Nos Soins pour une interview à ce sujet, n'a pas pu répondre favorablement à notre demande. Elle invoque la période de réserve électorale. Nous évoquons également ce nouveau protocole concernant les bouquetins du Bargy avec mon invité du soir. Bonsoir Jean-Pierre Crouzat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur ce plateau. Vous êtes le trésorier de l'association France Nature Environnement en Haute-Savoie. Vous êtes également vice-président régional de cette association de défense de l'environnement et vous êtes particulièrement spécialiste du dossier des bouquetins du Bargy. On l'a vu, entendu, la préfecture a donc rendu public son dernier protocole d'intervention, c'est comme ça qu'elle l'appelle, pour la période 2022-2030 concernant ces animaux. Elle poursuit sa politique d'abattage, on l'a dit, 170 bêtes pourront être abattues en 2022. Il pourrait y avoir ensuite entre 50 et 70 abattages chaque année jusqu'en 2030. Est-ce que votre combat contre cette politique-là va se poursuivre ? Oui, alors c'est un dossier qui est compliqué, qui dure depuis 10 ans, pour ainsi dire. Et donc des solutions simples ou simplistes ne parviendront pas à résoudre le problème. Donc là, il y a une proposition, même un arrêté du préfet visant à abattre jusqu'à 170 bouquetins. Il y a environ 370 bouquetins sur le massif du Bargy. Et donc, comme il s'agit d'une espèce protégée, le Conseil national de protection de la nature a été consulté, a rendu un avis 100% défavorable contre ce projet d'arrêté du préfet. Il y a eu ensuite une consultation publique avec 84%, près de 2000 avis défavorables, et pourtant, donc, les pouvoirs publics continuent à vouloir lancer de grosses opérations de destruction indiscriminée des bouquetins. Et ça n'est pas la bonne solution. On a vu dans le passé que les abattages indiscriminés avaient tendance à diffuser, à fragmenter les herdes, à diffuser la maladie sur le massif. Et donc, alors qu'on est presque rendu à une extinction naturelle de cette infection, le taux de prévalence, le taux d'infection, a été divisé par 10 en 5 ans. On est maintenant à un taux d'infection de 4%. Ça veut dire qu'il y a, sur 100 bouquetins, il y en a 4 qui sont potentiellement porteurs de la bactérie. Et donc, il n'est pas raisonnable d'aller abattre 100 bouquetins pour éliminer 4 porteurs de la bactérie. Mais le problème, on l'a vu notamment dans l'interview précédente de cet agriculteur, c'est la cohabitation, puisque un cheptel, un troupeau a été abattu récemment suite à un cas. Ça veut dire qu'il y a quand même une transmission, un risque de transmission. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour justement faire cohabiter, on va dire, ces animaux sauvages avec les animaux d'élevage, les vaches de ces agriculteurs ? Je pense qu'il n'y a pas une bonne solution. Il y a un éventail, une combinaison de mesures à mettre en œuvre. D'une part, sur les bouquetins, intensifier les captures qui permettent de faire un contrôle des bouquetins et d'euthanasier les animaux séropositifs. D'autre part, de bien séparer les zones de pâture des animaux domestiques par rapport à la faune sauvage. Et de faire cela régulièrement au fil des années,
de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de transmission. Mais le risque zéro n'existe pas. Et je voudrais soulever ici un problème qui n'est pas évoqué très souvent. Les éleveurs ont le droit de faire vacciner leur bétail contre à peu près toutes les maladies, sauf la brucellose. Donc ce sont des animaux, les vaches sont particulièrement sensibles à la brucellose, et elles ne peuvent pas être vaccinées parce que le contrôle se fait sur le lait de mélange. Et avec le Covid, on comprend bien maintenant ces problématiques. Donc on recherche des anticorps dans le lait et les animaux ne doivent pas être vaccinés. Et donc, faut-il pour autant aller tuer tous les bouquetins du Bargy? Notre réponse est non. Comment vous prenez aussi le fait que donc il y a eu une consultation publique, les avis qui sont, vous l'avez dit, principalement défavorables, ont été un petit peu mis de côté finalement par la préfecture qui a décidé tout de même de prendre cet arrêté? C'est pas qu'ils ont été un peu mis de côté, ils ont été totalement mis de côté puisque les pouvoirs publics n'ont pas changé une virgule du projet d'arrêté. Donc c'est une mesure qui résulte d'un arbitrage interministériel privilégiant la filière économique, mais les bouquetins vont payer le prix fort. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de voir les choses, et donc il y a certainement moyen de cohabiter de manière apaisée, et en ce qui concerne les éleveurs, la séparation bien nette des zones de pâture devrait répondre partiellement au problème, avec, comme je vous ai dit, la capture des animaux pour les tester et euthanasier les séropositifs. D'autres sujets vous mobilisent en ce moment également dans nos départements, notamment la future fermeture du tunnel du Mont Blanc. Il sera fermé plusieurs semaines cette année, donc entre septembre et mi-novembre. C'est l'occasion, d'après vous, pour transférer une partie du trafic des poids lourds vers le rail. C'est un de vos combats aussi. Est-ce que tous les camions peuvent être mis sur ces rails ? Alors, ça n'est pas tant de mettre des camions sur les rails, c'est de mettre le fret sur le rail. Il y a environ 1600 camions qui passent chaque jour dans le tunnel du Mont Blanc, avec des pics quelquefois à 3000. Et pendant plusieurs mois, donc ce trafic, ainsi que les voitures, vont être renvoyés vers la Savoie, vers nos collègues de Savoie. Ça va donner lieu à des pics jusqu'à 5000 véhicules de plus sur la rocade de Chambéry, un gros trafic dans le tunnel du Fréjus, et alors qu'il est tout à fait possible de mettre le fret sur les rails. En Suisse, par exemple, 80% du trafic de fret qui traverse les Alpes passe par le rail. En France, 7%. Et donc, si on devait trouver une seule bonne raison pour mettre le fret sur le rail, c'est aussi la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut que nous soyons de plus en plus économes sur les énergies fossiles. Donc, profitons malheureusement de ce qui est en train de se passer pour intensifier le transfert vers le rail. Et le tunnel du Mont-Cenis, qui, il y a 20 ans, voyait passer 10 millions de tonnes de fret par an, n'en voit plus passer que 3 millions. On a un gros potentiel et ce tunnel a été modernisé. On dit qu'il est passé au gabarit GB1. Et donc, il y a un gisement, une réserve potentielle très importante pour plusieurs millions de tonnes pour aller mettre du fret sur les trains, justement. Un dernier sujet avant de se quitter, c'est un autre dossier épineux, si je peux dire aussi, celui du plateau de Beauregard à la Clusaz. Les travaux de la retenue collinaire doivent débuter, mais de nombreuses associations s'y opposent. On en avait déjà parlé dans ce JT. Est-ce que vous prenez part à ce combat ? Bien entendu. Il y a sous la Clusaz potentiellement des réserves hydrauliques importantes. Donc, une bonne exploration aurait dû être lancée pour notamment l'eau potable. On nous dit maintenant qu'on fait des retenues collinaires pour de l'eau potable et de la neige artificielle. En fait, nous sommes opposés à aller détruire une tourbière, une zone boisée de grande qualité, un environnement extrêmement sensible pour aller y mettre un genre de bassine avec de l'eau.
Donc il y a d'autres solutions qui sont possibles. Et donc nous sommes opposés à cette mesure. Et en poussant un petit peu plus loin sur cette fuite en avant du ski, est-ce que ce que l'on veut sur les zones de moyenne altitude, c'est finir comme au JO de Pékin, avec des sortes de couloirs de neige artificielle au milieu des alpages? Non, ça n'est pas ça, donc nous nous opposerons à ce projet. Et nous suivrons ce dossier et les autres, bien sûr, tout au long de l'année. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Crouzat, d'être venu nous voir. Merci à vous. Dans l'actualité également, ils sont amenés à travailler dans des espaces souterrains exigus. Les techniciens du syndicat mixte du lac d'Annecy ont désormais une galerie d'entraînement. Le SILA a en effet investi 150 000 € pour creuser ce tunnel à 4,50 mètres de profondeur à Crangevrier. L'infrastructure de près de 6 mètres de long permettra au personnel d'obtenir une certification. Marine Schneider est allée à l'inauguration ce lundi matin. Elle a rencontré Pierre Bruyère, le président du syndicat, qui nous en dit plus sur cette infrastructure. On l'écoute. On a vraiment créé les conditions tout à fait d'exploitation. Donc il faut imaginer qu'on peut descendre dans des profondeurs relativement importantes, dans un espace confirmé qui peuvent avoir 5 ou 6 mètres de profondeur. Et bien sûr, la nature humaine peut avoir quelques soucis de confinement, etc. On n'est pas forcément très à l'aise. Donc ça permet aux gens de se mettre vraiment en situation et d'avoir cet enseignement pour pouvoir exploiter dans des conditions de sécurité les ouvrages qu'on leur demande d'entretenir. La 38e édition du festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour a débuté ce dimanche et comme chaque année, les humoristes se succèdent sur les planches du théâtre Montjoie pendant 5 jours pour le plus grand bonheur du public. Un public qui est amené à voter pour son artiste préféré lors des soirées découvertes. Je vous propose d'écouter tout de suite Arthur Junio, le directeur artistique du festival, et Chantal Latsou, la présidente du jury, qui répondait aux questions d'Hugo Guiret. On a pris le parti de se dire, voilà, on va faire 2 soirées avec deux sélections où il y a à chaque fois 4 fois 20 minutes. Parce qu'on se dit que ça permet de montrer plus d'artistes différents, d'être plus hétéroclite dans la sélection. Et en même temps, 20 minutes, si c'est formidable, c'est très agréable, on est un peu frustré. Si on aime moins, 20 minutes, ça passe plus vite. Donc moi, en tant que spectateur, je sais que si j'ai 5 stand-uppers de suite qui font le même genre de vanne, au bout d'un moment, je me lasse. Si c'est que des spectacles avec des personnages, à un moment, j'ai envie de dire, non, j'ai envie de retrouver j'ai envie de voir qui est cet acteur, qui est ce comique. L'autre jour, je discute avec un pote, il me demande si je suis team pro-vax ou team anti-vax. Mais je lui dis, c'est pas un match de foot en fait. Non mais c'est vrai, la vie c'est pas noir ou blanc, on est devenu complètement débile, il n'y a plus de nuances. Tu vois ce que je veux dire? On est devenu binaire, plus de nuances. Pour le coup, dans un stade de foot, il n'y a pas de nuances. Il n'y a pas de Paris est magique, mais Marseille est pas mal non plus. Et je suis venue, je pense, dans les années, au début du festival. J'étais venue jouer. Et maintenant, voilà, on me demande d'être présidente du jury, c'est extra. Je refuse un petit peu toujours parce que j'aime pas trop juger. Juger les gens qui font la même chose que moi, de quoi je me mêle, au nom de quoi. Bon, et puis finalement, je me suis dit, tiens, j'ai débuté ce métier, finalement, j'avais envie de rencontrer des gens. Et c'est dans ces festivals qu'on rencontre du monde, qu'on rencontre des gens qui font le même métier que nous, qui en vivent, etc. Donc quand on est jeune, c'est vachement intéressant. Donc je me suis dit, ils vont être contents de me rencontrer. Pour une fois, on va pouvoir, je vais pouvoir être moi directeur artistique d'un festival que les gens vont pouvoir voir. Et ça me fait plaisir. Et surtout retrouver l'ambiance que j'ai connue moi en tant qu'acteur, jury et spectateur ici. Donc je suis content. On est soulagé, on est content. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve avec plaisir demain pour un nouveau JT. Restez avec nous dans un instant, la météo et puis le 2e épisode de votre panorama consacré cette semaine à la station de La Plagne. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc.